Au début, ça a été un peu lent au niveau des inscriptions. Ça allait tranquillement. On se dirigeait vers peut-être 3-4 000 personnes. Puis à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un déclic, un boom. Il y a eu aussi la vidéo aussi. On a beaucoup misé sur la vidéo qui présentait la course. Et la ville d'Hamilton a complètement explosé. C'est limite intenable. Je pense au mois de février ou mars, on était déjà sold out avec 10 000 personnes. Ça s'est passé dans un time frame très, très rapide. Ouais, vraiment, en 3-4 mois, il y a vraiment une augmentation incroyable. Puis ouais, les gens trippaient vraiment. La même chose pour Toronto. On a fait 7 000 personnes, je pense. Pour le premier événement. Pour le premier événement en Ontario. Bienvenue au 15e épisode du podcast Hypercroissance, présenté et produit par J7 Media. En gérant plus de 4 millions de dollars de publicité Facebook à l'année, J7 Media fut l'une des premières agences au monde à obtenir le badge Facebook Marketing Partner, remis aux agences partenaires premium de Facebook. Si vous désirez recevoir une analyse personnalisée d'une dizaine de pages qui couvrira vos tunnels de vente, vos campagnes numériques, vos créatifs publicitaires et plus d'une demi-douzaine d'autres points, rendez-vous au www.j7media.com et demandez votre analyse de performance Facebook gratuitement. En l'espace de quelques jours seulement, notre équipe saura vous construire un document complet qui vous permettra d'accélérer la croissance de votre entreprise. Aujourd'hui sur le podcast, on parle événementiel avec un invité très spécial. J'ai la chance de recevoir Kevin Pilu, cofondateur avec son frère Gary de la course Mud Girl, qui est devenue la plus grande course à obstacles au Canada avec plus de 50 000 billets vendus en 2018. Avec près d'1 heure de discussion, Kevin nous partage aujourd'hui la recette en 5 étapes qu'il utilise depuis le début de Mud Girl pour rendre ses événements sold out. La manière qu'il s'y est pris afin d'exporter dans bientôt 7 villes américaines sa course à obstacles. Les erreurs que lui et son frère ont fait au début de leur parcours entrepreneurial qui leur ont quasiment coûté la survie de leur entreprise. On discute également de toutes les anecdotes aussi impressionnantes les unes que les autres qui peuvent survenir pendant un événement Mud Girl. Sans plus attendre, ma discussion avec Kevin Pilu. Kevin Pilu, tu es le cofondateur de l'entreprise événementielle Sporterra qui présente chaque année dans plus d'une quinzaine de villes en Amérique du Nord la course à obstacles pour femmes Mud Girl. Mud Girl est d'ailleurs devenue la plus grande course à obstacles au Canada avec plus de 50 000 participantes chaque année. Vous avez tellement de succès avec cette course que vous avez décidé en début d'année 2019 d'ouvrir le marché américain avec des courses à Las Vegas, Phoenix, Los Angeles, Palm Beach et Tampa Bay. Kevin, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Bonjour Antoine, ça me fait plaisir. Kevin, mon objectif aujourd'hui avec notre discussion, c'est de découvrir tout ce qui a trait au business événementiel, comme les différentes sources de revenus qu'on peut faire avec un événement, la façon dont on vend nos billets et également la préparation terrain au niveau de la logistique d'un événement comme vous faites. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que c'est possible pour toi de nous expliquer un petit peu comment que ça a commencé Sporterra, puis pour quelles raisons deux frères, toi et Gary, vous avez décidé de lancer une course à obstacles pour femmes? Alors en fait, tout simplement, Sporterra, on l'a créé il y a à peu près 6 ans, en octobre 2013. Mon frère m'a rejoint au Canada et puis on a grandi un peu dans le milieu du sport, que nos parents faisaient de l'entraînement sportif au-delà de leur travail. Okay. On a vraiment baigné dans cet environnement-là depuis qu'on est tout jeune, on est des passionnés de sport. Et c'est un peu naturellement qu'on s'est dit avec mon frère qu'il fallait se lancer dans l'aventure. Et au début, quand on a créé la compagnie, en fait, nous, on entraînait des gens. On entraînait des gens dans les entreprises. Puis après, on a offert aussi des cours pour des particuliers. Et on avait toujours la même mission, le même objectif, c'était de faire en sorte que le sport soit accessible à tout le monde. Okay. Alors quand je dis accessible à tout le monde, c'est que bien souvent, on perçoit le sport comme élitiste, un petit peu élitiste, où il faut faire partie d'une équipe, il faut faire la compétition, etc., etc. Alors que nous, notre objectif, ça a été beaucoup plus de faire en sorte que les gens puissent sortir un petit peu de leur canapé pour aller pratiquer ou pour aller goûter à l'activité sportive. Okay. Et c'est quelque chose sur lequel on s'était positionné déjà il y a 6 ans et on s'est dit c'est vraiment ça qu'on veut faire. À un moment donné, pour sortir un peu des sentiers battus et pour faire quelque chose d'un peu différent, on s'est dit que ça serait intéressant de créer un événement sportif. Et mon frère a eu l'idée de créer une course qui s'appelle Polar Hero, qui est une course à obstacles d'hiver. Ouais, j'ai vu ça. Donc en plein hiver, il n'y en avait aucune au Canada à l'époque. C'était un peu la mode justement des courses à obstacles. On avait vu des courses à obstacles, on n'avait jamais participé de notre vie. Donc on n'avait jamais mis les pieds dans une course à obstacles. Okay. Et puis voilà, on s'est lancé, on s'est décidé de faire ça. On a trouvé un champ à Sainte-Julie, 30-40 minutes de Montréal. Et puis voilà, on a fait le brand, on a tout fait, on a trouvé le site, le lieu, on a commencé à vendre des billets. Puis premier événement, pour une course d'hiver, 300 personnes qui sont venues à l'événement, on était super heureux, super contents. Tous nos amis qui sont venus nous aider pour vraiment la préparation. Quand j'y repense maintenant, ça me fait rire parce que quand je vois la préparation qu'on a faite là-bas en 2-3 jours, et ce qu'on fait maintenant, c'est vraiment rien à voir. Ouais, c'est deux mondes. C'est vraiment deux mondes, c'est vraiment très différent, mais ça nous a permis aussi on sait d'où on vient, puis on sait comment on a commencé, puis c'est ça qui est super important
par rapport à ce qu'on fait maintenant aujourd'hui. Et puis, au fur et à mesure, on a créé de nouvelles courses. On avait des courses d'hiver, on avait des courses pour des familles. On a travaillé sur des courses d'été avec des partenaires aussi. OK. Et puis, un jour, on s'est retrouvé dans une situation où il a fallu qu'on crée une nouvelle course. Pour quelle raison? En fait, tout simplement parce qu'en fait, on avait vendu à moitié une de nos courses. OK, intéressant. Une de nos courses d'été. C'est laquelle? Qui était Big Bubble Tour. OK. Et en fait, on va dire que pour des raisons de cash flow, ça nous a empêché en fait d'avoir ce cash flow nécessaire qui pouvait nous faire tourner pendant l'été. Je comprends. Et on s'est retrouvé un peu face au mur, on va dire, OK. où il fallait qu'on fasse quelque chose et qu'on trouve des solutions financières, on va dire, pour pouvoir faire avancer notre entreprise. Et à l'époque, on était juste Gary et moi, on avait une personne en stage. Un jour, on s'est décidé, on avait une première personne qui arrivait en tant qu'employé, en fait. OK. Et on n'avait toujours pas notre course. Puis un jour, on était en plein événement à Québec et avec Gary, on a eu une petite discussion et puis on est arrivé à créer une course qui s'appelle Mud Girl. On a trouvé le nom instantanément. On s'est dit que il y avait beaucoup de femmes qui faisaient partie de notre clientèle cible, qui participaient à nos événements et qui n'avaient pas d'événements qui étaient vraiment dédiés à eux. On voyait surtout que dans le monde de la course à obstacles, dans le monde des courses en général, comme je disais tantôt, c'était vraiment très orienté sur justement le côté très élitiste. Et puis les gens avaient peut-être peur d'y participer parce que justement, on voyait des gens en chess, parce que les gens c'était ouais, il faut que ça soit difficile, je veux des gros obstacles, je veux des trucs difficiles, nanana. Et on nous oubliait en fait un petit peu les gens qui au final avaient peur de ça, avaient peur de se lancer. Et donc on s'est dit c'est le parfait moment justement pour toucher une clientèle qui à la base avait peut-être peur de s'inscrire. Et puis c'est de là qu'on a décidé de créer Mud Girl, une course à obstacles pour femmes. Et puis ça s'est lancé comme ça d'un seul coup et ça a très bien marché dès le début. Oui, ça l'a décollé assez rapidement. On va en parler tout à l'heure. Moi, je suis curieux. Donc, il y a eu cette, on va dire, cette réflexion-là à Québec, des discussions même de se dire, OK, on lance Mud Girl. Et par la suite, es-tu capable de nous parler du time frame, le temps que ça a pris entre cette idée-là, cette réflexion de toi et ton frère, et la première course, pour qu'on soit capable de comprendre à quelle vitesse vous avez été capable d'opérer au niveau de l'exécution? Ouais, alors ça peut paraître assez incroyable, mais en fait, on était en démontage d'événements. Donc, on démontait un événement qu'on venait de faire. Et en fait, en une semaine, on a réussi à tout faire. C'est-à-dire à trouver un lieu. Okay. Donc, des lieux qu'on connaissait auparavant. On a appelé, on s'est dit, OK, on va aller le faire là. On a fait le brand, on a le nom, on a mis en place la billetterie, on a sorti la liste des prix, on a tout fait, les publicités. On a travaillé genre jour et nuit pour pouvoir réaliser ça. Et en une semaine, c'était en ligne sur les médias sociaux. Une semaine, c'était en ligne sur les médias sociaux? Ça a pris vraiment une semaine pile. Puis l'événement était quand? Et l'événement était peut-être 5 mois plus tard. 5 mois plus tard, OK. C'était en plein mois d'avril. OK. Et l'événement a lieu au mois de septembre, quelque chose comme ça. Donc, on avait déjà un temps très, très court pour vendre des billets. Dans le monde de l'événementiel, 4-5 mois, c'est vraiment pas énorme. En général, ça prend souvent 10 à 12 mois. Première course, on avait 9000 personnes. Wow! Donc, on était en quelle année à ce moment-là? C'était en 2000, c'était il y a 3 ans. C'était en 2017. 2017, OK. Ouais, 2017. En 2019, mais c'était l'année 2017 parce qu'on est dans la 3e année d'opération. OK, merveilleux. Fait cet événement-là, 4 à 5 mois. Puis là, à partir de là, on s'entend, Mud Girl n'a pas de brand. Le brand n'existe quasiment pas. Ça a pris une semaine, il a été construit. Puis, en l'espace de 4-5 mois, vous vendez 9000 billets. Ouais, en l'espace de 4-5 mois. Déjà, dès le premier mois, on s'est aperçu que c'était vraiment, on avait dans les mains quelque chose, vraiment un phénomène. Il faut savoir aussi que quand on a lancé cette course-là, on est dans notre milieu à nous, dans le monde des courses à obstacles, les gens nous regardaient un petit peu de manière un peu bizarre, dans le sens où en disant, ce que vous faites, ça ne marchera jamais, déjà, premièrement. Pour quelle raison, je suis curieux? Je sais pas, parce que justement, on sortait un petit peu des sentiers battus, on sortait de ce monde-là, en étant plus très élitiste, en étant beaucoup plus mass market, mais on nous disait, ouais, mais vous divisez votre population, vous y arriverez jamais. En plus de ça, c'était super féministe ou sexiste. Puis les gens nous ont fait vraiment un bad buzz sur les médias sociaux en parlant de ça. J'ai vu ça, ouais. Et le bad buzz, en fait, ça nous a donné, dans bad buzz, il y a buzz. Et, nous, ça nous a vraiment profité. Puis au final, au début, on était là, on répondait aux gens pour leur dire, mais non, mais nous, ce qu'on veut, on essayait de faire comprendre notre mission, en fait, pourquoi on faisait ça. Puis en fait, au final, on s'est rendu compte que, OK, en fait, ça sert à rien de répondre. Allez-y, continuez à nous bâcher si vous voulez. Et au final, on a vu que, il y a des gens qui se sont réveillés pour dire, oui, en fait, moi, ça m'intéresse parce que ça me parle. Et j'ai envie d'y participer, je veux y aller avec mes amis, Et puis au final, c'est comme ça qu'on a vendu des milliers de billets dès le début. Oh my God, OK. Fait qu'il y a vraiment eu un avalanche de commentaires, on va dire, positifs et négatifs sur les médias sociaux qui a alimenté, on s'entend, la commercialisation du premier événement. Exactement. C'est vraiment comme ça que ça a fait un effet vraiment un peu boule de neige. OK. Et on est très content d'avoir fait ce choix. Mais j'imagine. Puis là, on revient. Fait qu'on est en 2017, l'été, l'événement arrive, le premier événement à Québec. Comment que ça se déroule, ça? Parce que j'imagine qu'avec 9000 personnes, à mon avis, tu m'as parlé juste avant d'un événement que vous avez fait à 300 personnes. Là, on est dans des chiffres complètement différents. Là. C'est ça change vraiment la donne. Faire un événement à 300 comme un événement à 1000, déjà, ça change. Faire de 1000 à 3, 4, 5 000, ça change. Mais faire un week-end où il y a 9000 personnes à Montréal,
c'est pas la même donne. C'est vraiment des choses qui sont très, très différentes. La logistique est complètement différente au niveau de la gestion même du stationnement, même la gestion de la ville, avec la ville pour faire venir les gens dans la ville. Des permis particuliers. Ça prenait des permis exactement parce que forcément, ça fait beaucoup d'achalandage dans la ville. Donc, ça prend des permis au niveau des pompiers, services de police, etc., etc. Ouvrir des nouveaux stationnements pour permettre aux gens d'arriver et puis qu'ils se stationnent correctement et qu'ils puissent repartir tranquillement. Nous, c'était notre première année avec autant de monde comme ça. Donc, c'est sûr qu'au début, ça a été peut-être un peu, je dirais pas chaotique, mais c'est juste qu'on apprenait à aussi créer des événements de 9000 personnes. Ça change vraiment la donne. Faut multiplier les obstacles, faut multiplier le personnel, faut multiplier il y a beaucoup de choses à multiplier vraiment. Et puis, ça prend vraiment une solide organisation. OK. Puis, donc, est-ce qu'il y a des anecdotes ou des trucs particuliers que tu pourrais nous mentionner de ce premier événement-là? Et également, parle-nous du post-mortem, parce que là, ça en est suivi le succès assez incroyable de Mod Girl. Donc, j'aimerais ça en savoir un petit peu plus sur le premier événement, si tu as des anecdotes. Ouais, des anecdotes, on en a pas mal. Déjà, rien que pendant l'événement, déjà, dans la nuit de samedi à dimanche, on a eu une personne qui nous a écrit après donc la journée du samedi pour nous dire qu'elle avait des tics. Attention. Et puis, en fait, elles en ont parlé sur les médias sociaux. Okay, comme quoi les médias sociaux, ça peut avoir un bel effet boule de neige. Ah oui, c'est ça. Et commencer à faire une publication, 2, 3, 5, 6, 7 partages, 800, 900, 1000 partages sur, attention les filles, possiblement, il y a des tics. J'ai couru et j'ai des tics dans mes bas. Puis là, nous, on se regardait, mais j'ai dit, mais des tics, c'est pas possible. Il y a des enfants qui sont sur ce site-là toute l'année. Nous, on y a été, on n'a jamais été piqués. Qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment un problème. On a dû appeler un exterminateur. Fait que la nuit avant l'événement, OK? Non, on a eu la journée du samedi. OK. Et après, on avait un autre événement le dimanche. Oh, OK. Donc, c'était entre le samedi et le dimanche. Okay. Un exterminateur a évalué le tout le dimanche dans l'après-midi pour en fait s'apercevoir au microscope qu'il s'agissait, comme l'herbe avait été coupée, qu'il s'agissait en fait d'herbe coupée qui se prenait dans les bas en fait. Okay. Et à l'œil nu, on a l'impression que c'est des bêtes qui bougent pas. Et en fait, quand tu regardes dans un microscope, c'est des fils de laine. Oh donc voilà. Et après, finalement, ça s'est résolu. Et puis, on a dû faire un communiqué de presse par rapport à ça. Parfait. Les gens ont très bien compris. On n'a eu aucune personne qui a été blessée ou qui a été malade. On a vraiment aucun problème. Plaintes ou des demandes? Non, vraiment. En fait, les gens, après, ils en ont un peu comme rigolé. C'est juste un effet. Puis après, deuxième anecdote, on a eu, ça n'a pas été totalement facile. Mon frère a eu un accident pendant l'événement. Le dimanche, le jour de l'événement, en voulant essayer de sauver une personne, d'essayer d'aller à la rescousse d'une personne qui s'était comme blessée un petit peu, il a tombé de bascule d'un 4 roues. Dans une montagne. Et donc, il s'est fait sortir en plein événement. Ouais, des anecdotes, on en a quand même pas mal. J'avoue que maintenant, on en a beaucoup moins, mais le premier événement, ça a vraiment été quelque chose. Ouais, c'est le premier à 9000. C'est le premier à 9000, exactement. Même si on avait l'expérience, on a cette chance-là. C'est qu'on est en opération depuis 6 ans. Ça fait 6 ans qu'on fait des événements, donc on s'y connaît quand même en événement. Donc, on a quand même cette chance-là d'avoir cette expérience-là d'événement. Mais après, faire un événement de 9000, ça demande une autre expérience. Maintenant, on l'a. Depuis 3 ans, on fait pas mal d'événements de cette ampleur-là. Donc, c'est merveilleux. On a quand même toujours plein d'anecdotes. J'imagine. En plus, dans des courses à obstacles, il doit en avoir beaucoup. Question que je me pose maintenant. Donc là, il y a l'événement, 9000 personnes. C'est quoi le post-mortem de ça? Est-ce que vous vous dites, OK, là, de un, vous aviez eu un succès avant ça de se dire au niveau de la commercialisation, on était capable de vendre 9000 billets dans un délai qui est sensiblement court. Par la suite, après l'événement, est-ce que vous avez considéré que ça s'était bien passé, c'était un succès? Et quelles ont été les étapes après cet événement-là pour vous dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec Mod Girl? En fait, une des premières étapes déjà qu'on a fait, on a changé de lieu parce que l'endroit n'a rien à voir avec l'éthique, mais c'est parce qu'on était vraiment dans un endroit où c'était très montagneux. Puis on s'est rendu compte que notre clientèle, c'était pas vraiment adapté. Puis juste pour en revenir, c'est une autre petite anecdote puis qui est en rapport avec ça, c'est qu'on avait à un moment une participante qui est arrivée sur le site puis qui faisait plus de 300 livres et qui est arrivée en braillant en fait, en pleurant parce qu'elle s'est dit quand elle a vu la montagne qu'elle y arriverait jamais. Et moi je me souviens, je suis allé voir cette personne-là et je lui dis mais si, tu vas y arriver. Écoute, c'est fait pour tout le monde, c'est pour ça qu'on a créé cette course-là. Puis là, on était en pleine journée d'événement là. Il y a un de mes staffs, je suis allé voir une fille qui était au Drogba, qu'on connaissait très bien, qui participait à nos courses, une fille qui était assez élite. Et on lui a dit, bon, regarde, tu vas avec cette personne, cours avec cette personne-là, accompagne-la, je veux qu'elle réussisse la course. Puis en plus, elle avait oublié ses chaussures, elle a couru pieds nus. Bref, vraiment, quelque chose d'incroyable. Et puis là, quelques heures plus tard, je pense peut-être 2 heures, 2 heures et demie plus tard, je la vois sur le site pleine de boue avec sa médaille. Oh my God. Et là, je fais waouh. Puis en fait, je pense que c'est à ce moment-là, avec mon frère, on s'est regardé, on s'est dit waouh, ok, c'est vraiment quelque chose qui peut toucher les gens, qui peut transformer les gens, dans le sens où tu fasses 300 livres, que tu sois handicapé, que tu sois pas en forme ou en forme, peu importe, tu peux le faire. Exactement. C'est vraiment pour tout le monde. C'est là où on s'est dit, waouh, on tient quelque chose, puis c'est vraiment quelque chose qu'on doit développer. Puis d'ailleurs, pour la petite anecdote, cette fille-là, on l'a revue l'année dernière sur un événement à Ottawa.
Elle est venue faire la course à Ottawa. Elle avait perdu, je pense, 50 ou 80 livres. Et c'est devenu une passion pour elle de faire des courses comme ça. Et puis, elle en fait plein. J'ai trouvé ça vraiment admirable et génial. Donc, la première étape qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis sur des terrains qui étaient beaucoup plus plats. Pour permettre aux gens, déjà, pour nous, c'est beaucoup plus facile de faire des montages sur des terrains qui sont plats que sur des terrains vallonnés. Et la deuxième chose, c'est qu'on s'est un peu aussi professionnalisé dans notre logistique, de la manière dont on construisait nos événements. Et puis, une autre étape, on s'est dit après, en post-mortem, c'est qu'on voudrait faire la même chose, mais dans le marché ontarien. Fait que ça n'a pas été long. Directement, tu as vu que, là, ça, on est capable de vendre autant de billets. Les gens ont une expérience assez fascinante sur place avec l'anecdote que tu viens de nous dire. On a peut-être quelque chose entre les mains qu'on peut aller plus vite. Là. C'est ça, exactement. Puis on avait déjà fait des événements comme Polar Highway à Ottawa. Et on s'est dit que ça serait une belle chose d'amener ce projet-là en Ontario, sachant qu'en général, pour des courses à obstacles du Québec, c'est toujours très compliqué d'aller en Ontario. Pourquoi, je sais pas, mais il y a beaucoup de courses qui se sont un peu cassé la gueule, pardonnez-moi l'expression, mais justement parce que on passe du français à l'anglais. Il y a vraiment un switch qui doit être fait pour faire en sorte de plaire à la communauté, plaire à la clientèle anglophone. Et puis, on a commencé il a fallu trouver des nouveaux lieux, des nouvelles villes. Donc là, c'est un peu la chasse à la ville. Quelle ville? Pourquoi on va dans cette ville-là? Ça a été quoi la première? On a ouvert 2 en Ontario, enfin, on a ouvert 3 en Ontario, on a ouvert Ottawa. Mais on a ouvert Hamilton et Toronto en premier. Alors, pourquoi Hamilton? Aucune idée, mais on s'est dit, c'est comme une ville d'un demi-million d'habitants. Quand même. Un gros bassin de population. On s'est dit que ça pouvait être intéressant, c'est assez proche de Toronto. Et en même temps, on ouvrait Toronto, mais vers Oshawa. Donc, en gros, on avait comme un petit Toronto Nord, Toronto Sud. Je comprends. Et puis, dans l'idée, c'était vraiment d'ouvrir en Ontario. Et puis, Hamilton, c'est devenu notre plus grosse course maintenant. Puis, est-ce que ça a été long? Parce que là, moi, je le sais, on en a déjà parlé qu'à Hamilton, on sait pas trop pourquoi, mais il y a énormément. Ça se boucle super rapidement. On s'entend cette ville-là. Quand vous avez commencé à commercialiser en Ontario, est-ce que ça a été aussi rapide que le Québec ou finalement, il y a eu des enjeux que, comme tu dis, à cause de la langue, à cause de la culture, ça a été plus compliqué? Au début, ça a été un peu lent au niveau des inscriptions. Ça allait tranquillement. On se dirigeait vers peut-être 3-4 000 personnes. Puis à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un déclic, un boom. Il y a eu aussi la vidéo aussi. On a beaucoup misé sur la vidéo qui présentait la course. Et la ville d'Hamilton a complètement explosé. C'est limite intenable. Je pense au mois de février ou mars, on était déjà sold out avec 10 000 personnes. Ça s'est passé dans un time frame très, très rapide. Ouais, vraiment, en 3-4 mois, il y a vraiment une augmentation incroyable. Puis les gens tripaient vraiment. La même chose pour Toronto. On a fait 7 000 personnes, je pense. Pour le premier événement en Ontario. Premier événement en Ontario. Donc, c'était vraiment, là encore, c'était vraiment dans la suite des choses par rapport à ce qu'on avait fait au Québec. Donc, c'était vraiment très bien. Puis, la même chose aussi au Québec, c'est qu'on a changé de lieu. On est allé sur un lieu beaucoup plus grand. Puis, on est passé de 9 000 à 12 000 participants. Et en fait, 12 000 participants, ça faisait, en 2018, la plus grosse course qui a eu lieu au Canada. En 2018, il y a personne qui a fait plus de 12 000 personnes. Je parle en milieu des courses à obstacles. Donc, en 2018, c'était clairement la plus grosse course à obstacles au Québec et au Canada. OK. Donc, ça allait vite tout ça. Là. Donc, là, on arrive 2018. Ontario, ça se passe avec 3 villes. Là, par la suite, ces 3 villes-là, on va faire un petit peu comme on en a parlé avant. Post-mortem, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a encore des idées de grandeur qui vous viennent en tête après ces 3 événements-là? Là? Parce que là, j'imagine, vous devez vous dire, crime, en 2 ans, non, même pas, en 1 an à peu près, on vient de vendre je sais pas combien de billets. Là, ça va vite, nos affaires. Ça va vraiment vite. Et puis, on s'est dit qu'il fallait quand même continuer à ouvrir des villes, tout en pensant aussi à se professionnaliser parce que quelque chose qu'il faut pas oublier, c'est qu'on se déplace beaucoup. Et pour se déplacer, ça demande quand même une assez grosse logistique. Il y a beaucoup d'événements qui se déroulent, par exemple, à Montréal. Puis, faire des événements à Montréal, on reste à Montréal. On organise tout à Montréal. Ça, c'est difficile, certes, mais c'est très différent de se déplacer. On est un peu comme un cirque ambulant. Donc, l'équipement, on amène tout le matériel, il faut amener toute l'équipe. Il y a quand même une certaine logistique derrière, donc on pouvait pas non plus ouvrir 18 dates comme ça d'un seul coup. Non, c'est ça. On s'était focalisé d'abord sur ces 5 dates, mais on s'est dit, tiens, en 2019, on va encore ouvrir des dates en Ontario et une nouvelle date au Québec. Donc là, on a encore ouvert des dates en Ontario. En fait, on a un peu doublé. Il faut savoir que le bassin de population de la région de Toronto, c'est à peu près un peu plus de 6 millions d'habitants. On est quand même beaucoup de monde par rapport au Québec, par rapport à Montréal. Et on s'est dit que justement, on allait faire des dates en mai et en juin à Hamilton et Oshawa. Et en même temps, on allait en rajouter en septembre et faire 2 dates de plus à London et à Toronto. Donc vraiment des endroits qui sont quand même assez similaires. Et donc l'objectif, c'était de faire ça. Et puis on a ouvert aussi à Shawinigan au Québec. Et en même temps, on avait un rêve. C'est un rêve qu'on a vraiment depuis longtemps. C'est vraiment de pouvoir faire en sorte que Mudgirl, ça devienne un peu international. En même temps, on a développé une marque de commerce aussi pour Mudgirl qu'on a acheté au Canada. Et notre souhait, c'était vraiment de faire en sorte que Mudgirl soit partout dans le monde.
2017, combien de courses totales vous avez faites? On avait 2 courses pour 12 000 personnes, 9 000 à Montréal, 3 500 à Québec, je pense. OK, fait que 12 000 personnes en 2017 pour le nombre de courses que tu viens de dire. 2018, ça ressemble à combien? 2018, on a eu 42 000 participants. 42 000? De 12 000 à 42 000. Combien de courses? Pour 5 courses. Pour 5 courses. Fait Ouais. qu'il n'y a pas eu tellement plus de courses, mais il y a eu vraiment, vraiment plus de monde. Ouais. 2019, on s'enligne pour combien de courses? 2019, si on exclut les États-Unis, à date, on a donc 8 courses. 8 courses. OK. Et on a déjà 46 000 personnes, mais la saison n'est pas terminée. On devrait avoir autour de 52 000, je pense, participants. Entre 50 et 52 000 participants au Canada. OK, mais c'est ce que j'appelle de l'hypercroissance, parce que là, vous allez excessivement vite d'une année à l'autre. Excuse-moi, je voulais faire la petite parenthèse pour que les gens soient capables de situer à la vitesse que vous avez fait ça, parce que des fois, on peut se dire, ben là, ça fait 20 ans qu'ils font ça, c'est normal qu'ils soient arrivés à ça. Non, non, vous avez commencé en 2017, là. Donc, c'est quelque chose qui est allé excessivement rapidement. Puis je reviens un peu à ce que tu disais. Donc, à partir de là, Mod Girl s'établit. Puis là, vous aviez une mission, vous avez une vision pour avoir ce brand-là international? C'est ça, exactement. On s'est dit que mon frère et moi, on a toujours voulu faire des événements à l'international. Ça a vraiment été un souhait qu'on avait déjà depuis le début. Et puis, on s'est dit que la première étape qu'on devait faire, c'est d'aller aux États-Unis. Ouais. Je pense que si on réussit aux États-Unis, si on arrive à mettre un pied aux États-Unis, on arrivera à mettre un pied un peu partout dans le monde. On se comprend. Parce que c'est pas évident d'aller aux États-Unis. Tu disais tantôt que ça peut être très difficile pour une entreprise qui est au Québec d'aller en Ontario. Mais c'est une autre game d'aller au Canada, aller aux États-Unis. Exactement. C'est très, très complexe. Et voilà, on s'est dit, il faut se lancer, il faut qu'on aille aux États-Unis. On a des marchés, on est allé là-bas, on a vu des sites, parce qu'il faut trouver des sites qui sont nécessaires pour nos événements. Et puis, fin avril de cette année, on a lancé nos premières dates en Californie, à Phoenix et à Las Vegas. Et on en a rajouté 2 en Floride et on planifie d'en rajouter une dizaine d'autres en 2020. Wow. Puis ça se vend bien. Je pense qu'on peut se le dire. Les ventes vont quand même continuer à bien aller aux États-Unis. Les courses vont être un petit peu plus tard cette année pour les gens qui soient capables de situer. Ce podcast-là, présentement, est enregistré au mois de juin. Les courses aux États-Unis vont avoir lieu plus tard dans l'année, mais déjà, les ventes vont excessivement bien. Là. C'est ça. Déjà, la première, ce sera Las Vegas au mois d'octobre, puis après, on partira au mois de novembre. Ouais. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a un peu divisé notre saison, sachant qu'au Canada, idéalement, on travaille sur une période estivale et que nous, notre objectif, c'était de pouvoir avoir 2 ou 3, voire même 4 saisons. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour l'automne, on a décidé d'aller sur la côte ouest, en hiver d'aller au Floride, puis après au printemps d'aller sur la côte est américaine. Donc oui, pour l'instant les ventes, on est pas mécontents. Ça se passe plutôt bien. On a déjà des milliers de personnes. On est très contents. Ah, c'est merveilleux. Puis moi, je suis curieux parce que l'histoire est fascinante. Moi, ce qui me vient en tête, c'est vous êtes 2 gars, toi et Gary, les 2 frères qui ont lancé ce portrait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a poussé, juste vous deux, à dire on va créer une course que pour les femmes? Est-ce qu'il y a une anecdote, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans votre vie que vous êtes dit on veut créer une course que pour les femmes? Non, c'est comme je disais tantôt, c'est vraiment le fait de voir que dans nos participants dans le passé, c'est vraiment c'est très orienté. Et on avait une moitié homme, moitié femme. Okay. Et que justement, les femmes, elles étaient peut-être un petit peu délaissées dans les événements. Puis on le voyait même dans les autres événements, il y avait beaucoup moins de femmes. D'ailleurs, pour la petite anecdote, avant, dans les publicités, on voyait aucune femme dans les courses, dans les publicités de course à obstacles. Maintenant, vous voyez que ça. Ouais. Il y a que des femmes et tout le monde fait ça. Que des publicités avec les femmes pour essayer de viser les femmes. Il y a même des courses qui ont créé des autres vagues pour femmes ou des courses pour femmes aussi, mais après tant mieux, hein, c'est ouvert à tout le monde. Je pense que le marché est ouvert à tout le monde. Mais... c'est ça, je pense que vous avez donné des idées à beaucoup de vos compétiteurs à un certain point parce que vous avez tellement eu une croissance à une vitesse fulgurante que les autres se sont dit OK, c'est peut-être une manière de procéder pour la suite des choses. C'est ça, après tant mieux. Hein. Le but, c'est que les gens ils se remettent en forme et puis si on est plusieurs à le faire, écoutez, tant mieux, c'est le principal. Et puis je ne les encourage pas à le faire, mais je veux dire, je les encourage à démocratiser le sport et puis faire en sorte que ce soit accessible vraiment à tout le monde. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Merveilleux. Non, mais je suis très d'accord avec toi. Donc là, maintenant, tu l'as dit, on a commencé au Québec, on est allé en Ontario. Le marché américain, ça se passe bien. Avant qu'on regarde un petit peu les questions spécifiques pour le volet business événementiel, moi, je voulais savoir, c'est quoi la suite des choses? La suite des choses pour Mod Girl. Déjà, on se construit une équipe. OK. Ce qu'on fait déjà depuis 2 ans. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 ans, on était juste Gary et moi, puis on avait un employé. Maintenant, on est rendu 10. On a des gens qui viennent en stage aussi pour participer aux événements. On est rendu 10. On essaie de construire une équipe de production suffisamment grande pour le Canada. Et on a aussi une équipe de production aux États-Unis. Wow. Qu'on est en train de développer justement pour pouvoir faire en sorte d'avoir de plus en plus d'événements, pouvoir réaliser de plus en plus d'événements, de réussir à faire des événements chaque semaine, ce qui n'est pas forcément une tâche facile. OK, donc l'ambition est énorme. En ce moment, on fait des événements toutes les 2 semaines. Mais dans l'idéal, ce serait de réussir à faire des événements chaque semaine, d'avoir des équipes de production qui soient capables de réaliser des événements à tel endroit, l'autre à tel endroit. Et puis, on est vraiment dans cette optique-là.
essayer d'ouvrir aux États-Unis peut-être une quinzaine ou une vingtaine de dates au courant de l'année. Et après, essayer de travailler sur un autre projet en 2021, peut-être l'Europe. Je sais qu'on a eu des propositions en Australie aussi, ou peut-être le Mexique, on ne sait pas. On a eu Cuba aussi. On a été approché par Cuba aujourd'hui d'ailleurs. Ah ouais. Ouais. Et mais bon, on verra. On verra, mais le but, ça serait vraiment toujours de développer. On veut aussi solidifier la marque. On veut faire en sorte que Mud Girl, ça devrait vraiment un brand international, un peu comme les Spartan Race ou Tough Mudder, qui sont vraiment devenus des gros brands. Nous, c'est un petit peu la même chose, mais nous, plus pour monsieur et madame, enfin, plus madame tout le monde qui veut se remettre en forme. On est vraiment orienté là-dessus. Tu as mentionné quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Les gens viennent nous voir pour qu'on puisse s'installer en Australie, Cuba. Est-ce que c'est quelque chose de tout nouveau, ça? Que là, le brand commence tellement à être fort et ils voient le succès que vous avez, que là, c'est j'imagine, des gens sur place qui ont déjà organisé des événements qui viennent nous voir. Comment que ça se déroule un peu? Non, mais par exemple, pour Cuba, on a reçu un appel d'une personne justement qui avait participé à nos courses et qui aimerait faire venir ces événements chez nous. Mais techniquement, c'est vrai que nous, on préfère être indépendant et autonome. On préfère venir à un endroit, dire, OK, là, on va aller ici et faire tout nous-mêmes, plutôt que ce soit quelqu'un qui nous dise, OK, venez ici, j'ai quelque chose pour vous. Vous avez votre modus operandi. Voilà, exactement. On a notre cahier des charges pour trouver un lieu. Il y a plein de choses qui sont un peu la formule secrète. Et on veut garder ça pour nous et on veut faire en sorte que de le faire, on soit vraiment autonome pour pouvoir le faire. Merveilleux. Je comprends. En même temps, regarde, ça fonctionne. Fait que pourquoi changer de formule gagnante? Voilà, exactement. J'adore l'ambition. Petite question pour toi, maintenant par rapport au niveau événementiel, parce que c'est un peu le but du podcast. Quand on est dans le volet événementiel, il y a plusieurs sources de revenus, plusieurs leviers de revenus qu'on est capable de faire, qui sont variés et très intéressants. Donc, il y a la vente de billets, on en a parlé, je pense que vous êtes très, très bon là-dedans. La vente de produits dérivés. On peut également avoir des commanditaires qui vont pouvoir commanditer l'événement littéralement et des ventes de services dérivés. OK? Moi, j'aimerais, si tu pouvais aujourd'hui, Kevin, nous expliquer comment quelqu'un dans le milieu événementiel peut s'y prendre pour bénéficier au maximum de ces 4 leviers de revenus-là. Ça, dans un premier temps, comme tu l'as mentionné, au niveau de la billetterie, c'est sûr que oui, nous, on va dire que déjà, ça représente quand même 90 à 95% de notre chiffre d'affaires. Wow. Okay. On mise vraiment est-ce que c'est quelque chose, excuse-moi, est-ce que c'est quelque chose de commun d'avoir autant de ton pourcentage de revenus qui vient de la billetterie dans le volet événementiel? Non, parce qu'il y a beaucoup d'événements qui fonctionnent à la commandite. Okay. C'est déjà parce qu'il y a des événements qui sont gratuits. Mm-hmm. Puis il y a aussi beaucoup de gens qui sont pas mal dans la commandite. Il y en a qui font aussi les deux, qui font à la fois de la billetterie et du commandite. Nous, on s'est orienté beaucoup plus sur le système de billetterie, donc quelque chose qu'on est quand même assez doué et assez bon là-dedans pour vendre des billets. Maintenant, c'est vrai que je dirais qu'au niveau de la commandite, on a encore des lacunes et puis on a aussi des choses à faire. C'est certain que moi, j'ai l'impression qu'aussi le sport amateur est moins représenté au niveau de la commandite. On se comprend. C'est sûr que quand c'est les Canadiens de Montréal ou le sport professionnel, plus facile d'aller chercher de la commandite. Il y a récemment, on a annoncé que Montréal était la capitale du sport au Canada. Wow. Je trouve que c'est une bonne chose. Je suis pas forcément d'accord dans le sens ça dépend comment on aperçoit le sport. Il y a le sport qu'on voit à la télé, le sport qu'on va dans les stades où on mange des chips et on boit de la bière. Pour moi, c'est pas du sport participatif. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est faire en sorte que les gens participent à des activités sportives et se remettent en forme et puis vraiment font un acte sportif, un acte santé. Et chose qu'on ne peut pas forcément retrouver à la Formule 1 ou sans dénigrer les sports en tant que tel. Mais moi, je le vois plus comme un divertissement que comme un sport. Et alors que le mot sport pour moi doit être relié directement au mot santé. Et je trouve qu'on s'y perd un petit peu ici à Montréal. Il y a beaucoup d'événements, mais beaucoup d'événements qui sont plus des divertissements que des événements sportifs. Après, on a beaucoup de courses là, tant mieux. Mais ça, c'est autre chose. Donc voilà, au niveau des commandites, on prêche un petit peu là-dessus. Et puis c'est quelque chose sur lequel on essaie de rattraper. Mais j'imagine en même temps que si le brand continue à s'établir aussi bien que ça va être plus facile sur le moyen long terme d'aller chercher des gens qui vont sponsoriser l'événement parce que même si vous n'êtes pas le Canadien de Montréal, vous touchez à une partie de la population très spécifique qui, à un certain point, ces gens-là, acheter certains produits. Donc, des brands vont vouloir s'associer à vous. Là. Exactement. Et puis même, quand on voit les centres d'intérêt de nos participantes qu'on arrive à trouver, on sait ce qu'elles achètent, on sait les marques qu'elles achètent. Exact. On voit qu'il y a vraiment une corrélation entre des marques qui pourraient très bien s'affilier avec nous. Je comprends. Mais c'est juste que ça prend du temps et puis on essaie de travailler. Ça fait juste 2 ans et demi. C'est ça, exactement. Je pense que c'est sur le moyen terme. Là. Et pourtant, on a tous les gens qui travaillent dans les marques qui viennent dans nos courses. C'est ça qui est assez marrant parce qu'on voit toutes les gens dans leur signature, on voit toutes les marques. Les gens qui viennent travailler, les femmes qui travaillent dans les marques. Intéressant. Puis, si on parle, mettons, j'imagine, à un certain point, comme tu dis, le brand s'établit bien, des produits également sur place, que ça peut également aider à quelqu'un qui est dans l'événementiel d'augmenter ses revenus. Ouais, tout à fait. C'est vraiment quelque chose de super important, quelque chose de ne pas négliger non plus. C'est sûr que nous, quand la participante vient à notre événement, on lui offre ce qu'on appelle des goodies. Donc, elle a déjà un bandeau, elle a un sac réutilisable, elle a une gourde réutilisable, pas mal de choses qui
pour lui permettre de faire la course, des tatouages, etc. Mais aussi des cadeaux de nos partenaires, des commanditaires. Mais en plus de ça, on a aussi une boutique qu'on retrouve sur place. Où là, on va vendre du merch, donc des t-shirts, des chandails, des casquettes, des hoodies, des tutus. Bref, il y a vraiment pas mal on fait même des tasses. Puis ça marche vraiment bien. On a été très surpris la première année. Je me souviens, on avait tout vendu. Ça arrive des fois dans les événements, ça se vend tellement bien qu'on est obligé de faire des allers-retours à Montréal pour pouvoir récupérer du stock. OK. Ouais, vraiment, c'est quelque chose, quand on fait de l'événementiel, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas négliger. En plus, les gens l'ont chez eux. Là. S'ils ont une tasse Mod Girl, ils vont le voir à tous les jours. Et puis nous, on est très participatif dans le sens où en fait, on donne le choix aux gens de ce qu'ils veulent. Okay. C'est-à-dire que par exemple, quand on va mettre en vente un t-shirt, on permet aux gens de voter. Okay. Donc, lequel chandail ils préfèrent au niveau du design, quelle couleur ils aimeraient. Puis en fait, on fait un sondage comme ça, puis ça nous permet de savoir un petit peu comment ça fonctionne. Puis à date, les gens sont très très contents du merchandising. On a même ouvert aussi une boutique en ligne. Ça, c'est tout nouveau. On le faisait pas avant. Mais là maintenant, on commence à faire ça. On essaye aussi de faire ça, de développer un peu Mud Girl comme ça, c'est-à-dire que les gens achèteraient directement sur le site pour pouvoir acheter du merchandising directement et puis que ça soit livré directement chez eux. Puis ils peuvent avoir ce kit-là avant l'événement. Exactement. Et ça nous fait rire parce que des fois, on voit des gens porter notre vêtement dans la rue. Comme par exemple, on était à un événement la semaine dernière à Hamilton. Le lendemain, on continue, on était en démontage. Là, on va faire des achats, on doit acheter à manger. Et puis là, on voit des gens dans le centre commercial avec les hoodies Mud Girl très fiers de le porter de l'année 1, de l'année 2. Et ça nous fait rire parce que ça nous fait sourire aussi. Ça nous fait sourire. Je trouve ça hot parce qu'au final, les gens, ils s'approprient vraiment la marque. C'est ça, un brand. Au-delà de faire l'événement, exactement. C'est vraiment comme un love brand. Puis les gens, ils s'approprient la marque, puis ils veulent montrer qu'ils participent. Puis on retrouve la même chose sur les médias sociaux. C'est vraiment, vraiment assez incroyable. Wow. Vraiment intéressant. Tu as dit tout à l'heure qu'une de vos forces, c'est la vente de billets. Puis, ce qui se passe beaucoup dans le volet événementiel, c'est que la vente de billets va se faire de manière progressive. Donc, on va lancer un événement avec un prix, disons l'événement il est dans un an avec un prix un petit peu plus plancher, puis par la suite, de manière progressive à travers le temps, le prix va augmenter. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de quelle stratégie a le plus fonctionné pour Sporterra, pour Mud Girl à travers les années pour vendre des billets. Quelle stratégie que vous utilisez et que vous allez continuer à utiliser dans le futur? Alors auparavant, avant Mud Girl, on utilisait un peu la même stratégie, mais avant Mud Girl, on utilisait un petit peu la même stratégie qu'on utilise un peu dans le retail ou dans le commerce, c'est-à-dire que d'utiliser beaucoup toutes les fêtes qui ont lieu, le Black Friday, Boxing Day, Noël, la rentrée scolaire, etc., pour faire des offres promotionnelles. Sauf que nous, à la différence, c'est qu'on commençait avec un bas prix, un prix plancher, et au fur et à mesure, on augmentait. Okay. Donc, je donne un exemple, on commençait une course qui se vendait à $35 pour les 1000 premiers inscrits, puis après, on la faisait passer à $39, puis au fur et à mesure, on faisait un système comme ça qui montait au fur et à mesure pour arriver proche de l'événement à un montant un peu plus élevé, peut-être de $89 ou $99. Okay. Il y a des bons côtés à ça parce que dans le sens où justement ça nous permet déjà de planifier notre saison et de savoir combien il va y avoir de personnes. Parce que si par exemple on vend des billets à $39 tout au long de la saison et qu'on arrive à une semaine avant l'événement et puis d'un seul coup il y a un rush et puis tout le monde veut s'inscrire parce qu'il va faire beau, on se retrouve à avoir 8000 personnes alors qu'on avait planifié 5000. Ouais. Et là on manque de staff, on manque de merchandising, on manque de bandeaux pour donner aux gens. Il y a plein de choses dans lesquelles on va manquer. Donc ça nous permet aussi de savoir aussi combien il va y avoir de personnes et de filtrer un petit peu au fur et à mesure. Donc ça, vraiment, la stratégie qu'on utilisait auparavant, en utilisant beaucoup ces fêtes, et puis en faisant des rabais, justement, $5 de rabais, 15% de rabais. Depuis qu'on a créé Mud Girl, je pense pas, ou peut-être c'est arrivé une ou deux fois, on a rarement fait des offres. OK. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Ouais. Comme l'événement marche plutôt bien et on est sold out dans la plupart des événements où on va, on utilise simplement une stratégie de prix, en fait. Qui augmente le prix au fur et à mesure. Puis dès qu'il y a une hausse de prix, forcément, il y a une hausse du nombre de billets. Mais on est toujours resté comme ça et puis on n'offre pas vraiment de code promotionnel. Par contre, à l'instar des autres courses, on est dans un prix qui est vraiment relativement bas. Ouais. On a commencé vraiment très très bas. Si je compare avec une Spartan Race qui est à plus de $100, nous on commence à $39. C'est vraiment dans le sens de démocratiser aussi le sport. Exact. Je pense que faire payer les gens $100, ça fait partie de notre mission exactement. Puis nous, ce qu'on voulait, c'était faire en sorte aussi que les gens qui n'ont pas forcément un super gros portefeuille, ils peuvent s'inscrire dès le début. Et puis au moins, ils sont inscrits, ils sont tranquilles, ils n'ont pas payé $150 leur course. Okay. Ils vont pouvoir avoir une belle journée à $39 tranquille. Ben intéressant. Puis moi, j'ai une question pour toi. On parle d'augmentation des prix. C'est comment que tu le segmentes? Combien d'augmentation de prix se fait dans l'année? Comment vous segmentez un peu tout ça? En général, en fonction du temps qu'on a pour faire de la vente. Ouais. En général, on part sur 10 mois, donc on va dire 5-6 hausses de prix. 5-6 hausses de prix. 5-6 hausses de prix, sachant qu'il y a des hausses de prix qui sont très très proches vers la fin. Okay. En général, 5-6 hausses de prix. C'est souvent des hausses de prix de $5. Des fois des hausses de prix de $10 au fur et à mesure. C'est sûr que d'un point de vue très business, on retrouve ça un peu dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, mais les gens sont très orientés sur l'urgence. Ben oui, c'est sûr. L'urgence d'acheter, donc leur rappeler via des mails
qu'il faut qu'ils prennent leur billet s'ils veulent économiser $5. C'est maintenant, faut pas attendre, etc. Ça rentre dans une stratégie de prix. Et des fois, c'est sûr qu'on les bombarde un petit peu de mails en leur disant qu'il faut prendre leur billet maintenant, faut prendre le billet maintenant, faut prendre le billet maintenant. Mais après, on veut aussi que les gens ils payent pas un prix non plus trop élevé. C'est gagnant-gagnant. En gros, les gens ils payent moins cher. C'est très bien pour eux. En même temps, nous, ça nous permet de planifier beaucoup mieux notre saison et de savoir, OK, à cet endroit-là, on va avoir tant de participants. Ça va être beaucoup plus simple pour nous. On va savoir exactement qu'est-ce qu'il faut comme quantité de merde, qu'est-ce qu'il faut comme taille de parking, qu'est-ce qu'il faut, etc., au niveau du staff. Et là, on est capable de se planifier beaucoup plus à l'avance que si les gens s'inscrivaient genre un mois avant. Et là, ça serait le rush total. Intéressant. Donc, c'est un avantage vraiment pour tout le monde. OK, parfait. Puis ça, est-ce que cette stratégie-là continue à être faite également aux nouveaux endroits géographiques? Donc, aux États-Unis, est-ce que vous avez pris la même stratégie pour faire la commercialisation de vos courses? Tout à fait. On a vraiment pris cette même stratégie-là. On a même commencé avec une stratégie en amont qu'on ne faisait pas auparavant, c'est d'avertir les gens qu'on allait venir. OK. Donc, on avertit en disant « Coucou, c'est nous, on est là, il y a Mud Girl qui va arriver. Si ça vous intéresse, on s'en reparle très bientôt. » OK. Et en gros, en récoltant de l'information comme ça nous permet d'aller directement... tenter le pouls un peu, là. Savoir si les gens sont intéressés. On sait si dans cette ville-là, il y a un intérêt. Donc, ça veut dire que nous, on investit aussi de l'argent au niveau de la publicité pour savoir si les gens sont intéressés à ce qu'on vienne. Si on s'aperçoit que les gens sont intéressés à ce qu'on vienne, à ce moment-là, on démarre quelque chose. Okay. Puis en démarrant quelque chose, on arrive avec une base de données. On n'arrive pas comme ça dans un endroit où on connaît personne. On a déjà des gens qui sont déjà intéressés par notre événement. Donc ça nous permet de leur faire une offre promotionnelle juste à eux. Et ensuite de ça, on ouvre et puis après, de fil en aiguille, on fait de la publicité pour faire en sorte qu'on puisse augmenter l'achalandage. Merveilleux. Donc, en gros, on rentre sur un endroit géographique. On dit aux gens, cliquez ici, donnez-nous votre adresse courriel si vous avez un intérêt, si vous aimeriez qu'on ouvre une course là-bas. Les gens le font. Si ça fonctionne, puis on a des adresses courriels ou des clics ou peu importe ce qu'on veut, on est content. Puis par la suite, on commence la stratégie de prix que tu nous as dit juste avant. Exactement. Intéressant. Tu as parlé de quelque chose tantôt que j'ai trouvé intéressant également, la préparation avant une course. OK? Donc, la préparation avant une course, 9000 personnes, 12 000 personnes à la plus grosse course. On s'entend qu'il faut être prêt, il faut avoir un plan de match. Peux-tu nous parler un petit peu de comment que ça se passe quelques jours avant la course? Comment que tu vas travailler avec ton équipe? Comment que les caucus d'équipe vont se faire? Parle-moi un petit peu de ça. Alors, c'est sûr que c'est une préparation vraiment qui peut durer 1 an. Principalement, on a une équipe de production qui s'occupe un peu de tout ça. Est-ce que tout est internalisé ou c'est à l'externe, ça? On fait tout nous-mêmes. OK. Vraiment, on fait vraiment tout nous-mêmes au niveau de la production. Une partie de la production, après, on a aussi des fournisseurs. Ouais. Mais techniquement, on fait vraiment tout nous-mêmes. Donc, on a une équipe de production qui s'attelle déjà à préparer la saison dès le début. Donc, dès qu'on ouvre une date, on est déjà dans la planification de comment ça va se dérouler. Okay. On a une équipe de production qui travaille déjà sur les parcours, les maps, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on met un obstacle ici, pourquoi on n'en met pas un là. Il y a plein de choses sur lesquelles on voit pas, mais comme les accès à l'eau, l'accès à l'électricité, comment on fait l'excavation, où est-ce qu'on le fait, avec qui. Puis une fois qu'on a fait tout ça, on appelle les fournisseurs. Là, il faut des fournisseurs pour ça. Faut négocier, faut en trouver d'autres, etc., etc. Et puis pour faire court, après, on arrive en événement, puis on est proche de l'événement. Il y a toute la préparation aussi des camions qu'on emmène, parce qu'on emmène du matériel. Oh oui. On emmène 2 camions. Avant, on emmenait 1 camion. Maintenant, on emmène 2 camions. On a tout notre matériel qui nous suit à chaque événement. Donc, on a deux trucks, un truck de 53 pieds, un 48 pieds. Wow. Puis, on a des livres sur place pour pouvoir vider les camions. Puis moi, je me souviens, parce que au début de la production, avec mon frère, on en rigolait il y a pas très longtemps. C'est qu'il y a 5 ans ou 6 ans, on faisait je me souviens, une fois, on a un camion de 53 pieds qui est arrivé d'une compagnie, qui était fermé, un camion fermé. Puis nous, en plein hiver, on a chargé un camion à main nue. Et puis, il a fallu mettre tout notre matériel, des obstacles en bois à soulever. On était 2, mon frère et moi, on a mis la journée pour le faire. Ça nous a vraiment vidé. Et là, je vois comment c'est aujourd'hui. C'est incroyable, parce qu'on n'a même pas besoin d'avoir toute l'équipe. Ils peuvent y aller à 3 ou à 4. On a des lifts, c'est dans des boîtes. Tout est numéroté. C'est vraiment très, très professionnalisé. Tout est vraiment très, très bien repéré. On a des boîtes, tout est dans des boîtes. Les camions s'ouvrent de tous les côtés, pour chaque obstacle, chaque endroit, c'est numéroté. Il y a ça qui appartient à un tel obstacle. Il faut un marteau, 3 vis. Il faut une banderole ici. C'est dans cette boîte-là. Cette boîte-là va à tel endroit. Wow. C'est très, très militaire aussi. Ça vient de mon frère. Mais tant mieux. C'est très, très organisé. Puis je pense que quand on fait de l'événementiel, on n'a pas le choix d'être organisé. T'as pas le choix. Hein. Souvent, quand on regarde les backgrounds d'un événement, on se dit, c'est le bordel. Mais en fait, c'est juste que c'est un bordel des fois organisé. Dans le sens où il y a beaucoup de choses auxquelles des fois on planifie à l'avance. Puis quand on arrive le jour de l'événement, c'est totalement différent. Déjà, premièrement, on a des fournisseurs. Puis malheureusement, on ne maîtrise pas les fournisseurs.
Donc des fois, le fournisseur il peut arriver en retard, il peut y avoir une bad luck sur la route, il peut y avoir plein de choses. Par exemple, au dernier événement qu'on a fait à Hamilton, 12 000 personnes, on a des grosses génératrices, puis la génératrice elle est arrivée le vendredi en après-midi, alors que normalement on fait des tests d'électricité les mercredis matin. Donc là, le fournisseur qui fournit pas donc là on a tout fait les tests le samedi matin avant l'événement à 5 heures. Donc voilà, c'est ce genre de petites choses, finalement ça a marché heureusement, mais voilà, c'est des petites choses qu'on ne peut pas prévoir. La météo, température, la météo, on était à Hamilton, un jour il a fait 4 degrés, c'était l'enfer. C'est ça, c'est des petites choses qu'on peut pas prévoir, mais si il y a une organisation derrière, ça va fonctionner. Ça va peut-être prendre plus de temps, mais ça va fonctionner. Moi, ça nous est déjà arrivé, les premiers événements, on finissait dans la nuit pour le lendemain. Puis voilà, c'était une semaine très très compliquée. L'année dernière, je me souviens, on a fait des événements, on terminait le jeudi après-midi ou même le vendredi matin. Puis on faisait en sorte que notre staff se repose le vendredi après-midi ou le vendredi toute la journée pour qu'ils soient en pleine forme pour la fin de semaine. Donc ça demande une très très bonne logistique derrière, une très très bonne production pour pouvoir faire en sorte que ça se déroule bien. Intéressant. Puis, il y a une manière aussi, je pense que vous vous y prenez quand vous partez pour une course, mettons, qui va se passer en Ontario, même aux États-Unis. Je pense que vous partez tout en équipe, dans une maison pendant quelques semaines. Comment que ça fonctionne? Ouais, c'est ça. C'est un peu une colonie de vacances, en fait. Ça, c'est le côté un peu fun de la compagnie. C'est juste qu'on fait 6 mois un peu au bureau et puis 6 mois un peu à l'extérieur. Puis ça, les gens aiment vraiment beaucoup parce que on travaille dehors. C'est vraiment colonie de vacances. On emmène des gens, on part le dimanche, on revient le lundi ou le mardi d'après. Et puis là, tout le monde part en voiture. Et puis, on arrive, on loue des maisons. Donc, en général, c'est 5-6 personnes dans une maison. Et puis là, c'est là où se crée vraiment c'est vraiment un team building. C'est même plus qu'un team building. Ça arrive même à la fin des événements qu'on fait des team building. On essaie de plus se voir parce qu'on se voit tout le temps. Moi, je vois plus mon staff que je vois ma femme pendant l'été. Et c'est ça qui est assez marrant, en fait. Puis c'est pour ça qu'on a plein d'anecdotes parce qu'on vit vraiment comme une famille, en fait. Littéralement. Une famille, on mange ensemble le matin. On va travailler le soir, on retravaille encore ou on mange ensemble, puis après c'est reparti tous les jours comme ça. On passe l'événement tout le monde ensemble. Donc ça crée vraiment un sentiment vraiment de communauté. On est vraiment très très proches. Et d'ailleurs, on a des gens qui venaient en stage chaque année. On a des super bonnes relations avec eux parce que voilà, ils sont comme partie de notre famille. Ils font toujours partie de notre famille. Et on est très 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 content à chaque fois d'avoir des nouvelles personnes qui viennent nous aider sur les événements. On adore ça. C'est vraiment cool, c'est vraiment une superbe ambiance. C'est de la musique. Je dis pas que c'est facile parce que c'est beaucoup de travail. On se lève, c'est très tôt le matin, on finit tard le soir. C'est beaucoup de travail. On n'est pas là pour faire le party. Non, beaucoup de travail manuel. On marche beaucoup, mais c'est plaisant. C'est vraiment. En plus, il y a quelque chose il y a de la reconnaissance aussi. Quand tu vois un petit peu ton travail que tu fais au bureau, puis là tu le vois directement le jour de l'événement. Et en plus de ça, tu le vois pendant le week-end, les femmes qui sont super heureuses d'avoir participé, tu vois tous les beaux commentaires et tout, tu dis waouh, c'est vraiment génial. Je fais partie de ça. Tu fais partie de ça et tout, c'est vraiment cool. Puis, tu as mentionné un truc, 6 mois que les gens travaillent au bureau, 6 mois que les gens vont travailler un petit peu au niveau des événements. Est-ce que c'est le même staff? Est-ce que vous avez des équipes plus terrain, des équipes plus administratives? Comment que ça fonctionne? Ça, en fait, depuis 2 ans, c'est à peu près la même équipe. On a des gens qui viennent s'ajouter l'été, qui viennent seulement travailler avec nous l'été. Je comprends. Idéalement, ce qu'on aimerait aussi, c'est avoir une équipe de bureau, une équipe de production, dans le sens où maintenant, au lieu d'avoir 6 mois, là, ça va être vraiment 3 ou 4 saisons différentes avec les États-Unis, etc., à se déplacer. Ce qu'on aimerait, c'est d'avoir des gens au bureau et des gens en production. Parce que c'est sûr que quand on vient travailler chez nous, faut être bon au bureau, mais il faut aussi savoir bien, pas être bon manuellement forcément, mais il y a une partie quand même assez. Dans l'événement, c'est comme ça. Dans l'événementiel, c'est comme ça. Les gens doivent être un peu touche à tout. Puis c'est sûr que tu vas faire un peu de bureau, mais c'est sûr que tu vas aussi toucher à une génératrice ou emmener à quelque chose là-bas ou transporter des barrières. C'est normal, ça fait partie de la job. On va dire. Ça fait partie du jeu. OK, très intéressant. Je trouve ça assez fascinant dans la manière que vous fonctionnez. Kevin, j'aurais une petite question personnelle. OK? On s'entend, là, vous commencez à aller très vite, beaucoup de nouvelles courses, des nouveaux pays qui rentrent en considération dans ce que vous faites ici avec Mod Girl. Pour rester autant focus et productif dans ce que tu fais, peux-tu nous partager un peu, c'est quoi tes routines de travail, avant le travail, pendant le travail, après le travail? Est-ce que tu as des trucs particuliers que tu vas continuellement faire pour rester autant focus? C'est une bonne question. Nous, on fait beaucoup de sport déjà à côté. OK. Ça fait partie de vous, là. C'est dans votre ADN. Ça fait partie de notre ADN, on aime ça, c'est vraiment quelque chose qui nous plaît. Moi, je pense que c'est sûr que c'est plus difficile quand on est en événement parce qu'on n'a pas trop le temps de s'entraîner. Mais quand on est dans une période un peu plus creuse, on prend le temps aussi de prendre le temps pour nous, de s'entraîner et puis d'essayer de bien manger aussi, c'est quand même assez important. C'est un peu comme une petite famille d'athlètes, comme je dirais. C'est genre les gens, il faut quand même qu'ils s'entraînent un petit peu. Alors, ça veut pas dire qu'ils font pas le party là. C'est sûr qu'il y a des gens qui font le party, on fait le party aussi. Mais c'est quelque chose que vous incitez les gens ici à faire beaucoup de sport. On incite les gens à faire du sport. On a même des cours qui sont gratuits qu'on offre à nos employés.
des cours d'entraînement qui peuvent faire 2 fois par semaine. Wow. On fait aussi des activités. On a fait des activités de team building. Donc, en dehors des événements, on fait aussi des autres activités de team building pendant les périodes creuses. Ça arrête pas. Et là. une fois par mois, en fait, on va tester un nouveau sport. Oh. On a fait de l'escalade, on a fait du ski, avec toute l'équipe. Ski de fond. Ouais, on emmène tout le monde. Wow. On a fait un week-end au chalet avec tester du ski de fond. On essaye à chaque fois d'essayer de découvrir un nouveau sport. On se fait une game de soccer ou on a des terrains de basket à côté. Pour faire en sorte déjà parce que nous on aime ça, les sports collectifs. Mm-hmm. Et puis en même temps, ça permet aussi de se remettre un petit peu en forme. Et puis il paraît que c'est bon pour la santé de se mettre en forme. Donc, on essaye de faire en sorte qu'il y ait cette routine-là un petit peu qui s'installe au bureau. Pour nous, c'est quand même quelque chose d'assez important. Ça fait partie de l'ADN, là, littéralement, que les gens aiment le sport. On essaie aussi de faire en sorte que nos employés se sentent bien aussi à notre bureau. On essaie d'avoir une petite atmosphère un peu cosy. Les gens peuvent... on a une cuisine en bas. On a le déjeuner qui est offert tous les matins. Oh, wow. On a un système d'assurance aussi qui est offert à nos employés. Donc voilà, on essaie de faire en sorte que les gens se sentent bien. Je pense que c'est important. Je pense qu'au-delà du salaire qu'on donne aux gens, il y a une partie qui est vraiment très importante. C'est vraiment comment les gens se sentent. On a plusieurs valeurs dans notre entreprise, mais la première de nos valeurs, c'est le plaisir. Le plaisir, c'est le plaisir qu'on donne à nos participants et le sentiment à la fin de leur course qu'ils aient eu du plaisir quand ils ont fait leur Mud Girl. Et là, le côté plaisir vient aussi au bureau tous les jours. Moi, me lever le matin et d'aller voir les gens avec qui je travaille, pour moi, c'est un plaisir. Vraiment, je suis pas là le dimanche soir en me disant je recommence ma semaine. Alors peut-être qu'eux ils disent ça, mais j'espère pas en tout cas. Mais on essaye de faire en sorte qu'ils soient heureux de venir travailler ici. Et puis pour nous, c'est quelque chose qui est vraiment super important, cette notion-là de plaisir. Merveilleux. Ben, c'est une très bonne manière de voir les choses. Puis je suis dans votre bureau présentement, puis je peux sentir l'ambiance collective. Les gens, tu sais, c'est un endroit très cosy, c'est super intéressant. Donc, j'imagine que les gens doivent le sentir aussi. Là. Les employés doivent en parler, de dire l'ambiance est intéressante au bureau. Ouais, c'est vrai, l'ambiance est vraiment intéressante. On essaie vraiment de créer une équipe, en fait, vraiment qui va essayer de s'entendre au mieux sur les événements. Puis vraiment, c'est même comme ça qu'on recrute d'ailleurs. Okay. Principalement dans nos stratégies de recrutement, on mise beaucoup sur nos valeurs. Valeurs d'entreprise. J'imagine. Et c'est sûr qu'il y a quelque chose comme une de nos valeurs qui est l'implication. Parce qu'on demande aux gens quand même de se déplacer pas mal de temps dans l'année. Donc, ça veut dire quitter femmes, enfants, pour ceux qui en ont. 7 jours, 8 jours, aller vivre ailleurs, revenir, etc. C'est pas forcément évident. C'est pas forcément donné à tout le monde. On le comprend tout à fait. Donc, c'est pour ça que quand on construit notre équipe aussi, on mise aussi pas mal là-dessus. C'est assez important. Il faut que les gens soient prêts à se déplacer. Je comprends. Fait. Question un petit peu par rapport à ton background en affaires. C'est quoi, Kevin, la plus grande erreur que tu as faite en affaires et qu'est-ce que tu as appris de cette erreur-là? Je pense que mon frère et moi, la plus grande erreur qu'on a faite, c'était de s'associer avec des gens qui n'avaient pas la même vision que nous. Okay. Dans le passé, parce qu'on a voulu peut-être aller peut-être un peu trop vite et de se dire qu'on avait des idées, mais on avait essayé de faire en sorte de s'associer avec des gens. Et je pense que ce que ça nous a appris, c'est qu'on était très bien, mon frère et moi, tout seul. Vraiment. Et puis ça, c'est quelque chose sur lequel... Il y a des fois des gens qui nous demandent, on aimerait faire un partenariat, on aimerait s'associer avec vous. Et mon frère et moi, on se regarde et on dit non. C'est sûr que nous, on est 2 frères, donc on a quand même une manière de penser qui est quand même... Des fois, on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. Exact. On est quand même on est très, très proches et on est les 2 dans la famille. Donc, c'est sûr qu'on est vraiment très, très proches. On a notre manière de penser. C'est sûr que ça plaît pas forcément à tout le monde, notre manière de faire. Mais c'est notre formule à nous, c'est notre formule gagnante. Et puis ça, je pense. Et elle fonctionne. Pour l'instant, elle fonctionne bien, ouais, tout à fait. Et on veut pas non plus la partager. Mais vraiment, ça, dans le passé, c'est quelque chose qui nous a pas mal marqué. Vraiment d'avoir peut-être fait des mauvais choix comme ça. Mm-hmm. Mais on s'est relevé, on s'en est sorti, on est reparti, on allait de l'avant. Et puis, voilà, on a toujours foncé et puis ça nous a bien réussi. Donc, tant mieux. Puis, je suis curieux, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui, aujourd'hui, peut-être, est face à une optique que des gens veulent s'associer à cette personne-là par rapport à un projet d'entreprise? Qu'est-ce que tu ferais différent maintenant pour être certain de savoir si ça peut être un bon ou un mauvais partenaire? Qu'est-ce que je ferais? C'est une bonne question. Moi, je pense qu'il y a la vision et les valeurs de chaque personne. Okay. On commence par ça. La vision d'entreprise, la valeur de la valeur des gens aussi. Qu'est-ce qui est important pour eux? Comme par exemple, là, on est en train de créer une équipe aux États-Unis. Pour nous, c'était important déjà de les rencontrer. On les fait venir ici au Canada, voir c'est quoi leur vision, leurs valeurs et tout. Pour nous, c'est vraiment quelque chose de vraiment très, très important. Après, il faut qu'ils aussi partagent un petit peu le volet qu'on supporte parce que nous, on est aussi associé à une fondation. Donc ça, vous avez donné plus de 160 000 $ pour le cancer du sein depuis quoi, 2 ans maintenant? C'est ça, là, dans la 3e année. Incroyable. On a déjà donné 60 000 $ dans les 2 premières années. Puis là, on est rendu à, comme on a pratiquement 50 000 personnes et qu'on donne $2 par participant, ça fait 100 000 $. Donc, on est rendu à 160 000 $. Félicitations. Merci beaucoup. Donné à la Fondation du cancer du sein. C'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a 2 choses. La première, c'est que des fois, il y a des organisations qui disent qu'ils remettent de l'argent à une fondation, mais ils le font jamais. Mm-hmm. Deuxièmement, nous, c'est quand on a vu que ça marchait, qu'on a décidé de s'associer à une fondation. Mm-hmm. Donc, on s'est pas dit, tiens, on va s'associer à une fondation. Ça va faire en sorte que les gens vont s'inscrire. Ouais.
Je comprends. Nous, nos événements marchaient, on avait déjà des milliers de personnes et on s'est dit, ce serait une bonne chose de le redonner à la communauté. C'est quelque chose qu'on a toujours voulu faire. Et dans notre famille, notre tante, elle est atteinte du cancer du sein. Et donc, ça paraissait naturel. C'était tout à fait naturel pour nous d'aller redonner à la Fondation du cancer du sein du Québec. Quand on a rencontré, on est allé toquer à leur porte, on a dit, bon, voilà, nous, on aimerait vous remettre un montant à chaque année. Puis, au fur et à mesure, ce montant-là, il a grossi. Puis là, on vient de s'associer avec BCRF, qui est la plus grosse fondation, une des plus grosses fondations aux États-Unis, Fondation du cancer du sein, qu'on a rencontré à Manhattan la semaine dernière. Ils sont super aussi contents qu'on s'associe à eux. Et puis pour nous, c'est naturel. Je pense que c'est super important, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, de redonner à sa communauté. 100%. Dans le monde dans lequel on vit au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont malades, il y a on va dire la terre qui va pas bien. Je fais pas un constat démoralisateur, mais je veux dire, c'est important aussi de remettre l'humain un petit peu au milieu de la forêt. Je sais pas si c'est ça l'expression. Vous me comprendrez certainement, mais en gros, c'est vraiment d'être impliqué. Quand je parlais un petit peu de valeur et d'implication, pour nous, elle vient là aussi l'implication. C'est qu'on va aussi de redonner à la communauté. C'est quelque chose qui nous touchait, qui pour nous est aussi important. Alors c'est sûr que c'est plus facile à dire quand les événements marchent bien et quand on vend des billets, c'est sûr. Mais il faut toujours avoir cette notion-là. Puis il y a plein de petits gestes qu'on peut faire, comme nous, par exemple, cette année, on a essayé aussi d'avoir un volet beaucoup plus écologique dans nos événements, de faire en sorte de réduire le plastique. On a refusé des commanditaires parce qu'ils voulaient donner des cups en plastique. Vraiment refusé, là. Des gens qui nous donnaient de l'argent, des commanditaires. On leur a dit, si vous faites ça, c'est hors de question. Ça revient à ce que tu disais. Des commanditaires d'alcool. On leur a dit non, ça ne fit pas avec nos missions et nos valeurs. Puis ça revient un petit peu à ce que je disais sur les partenaires. Les valeurs, c'est ça. Valeurs. Pour nous, les valeurs d'entreprise, c'est ce qui nous drive, c'est ce qui drive notre compagnie. Puis depuis qu'on les a établis, ça nous aide vraiment beaucoup au niveau du recrutement, au niveau de nos partenaires, au niveau même des objectifs de la compagnie. C'est comme une sorte de fluidité. C'est quelque chose que je recommanderais vraiment à quelqu'un qui démarre en entreprise, c'est déjà de se poser les bonnes questions sur c'est quoi mes valeurs à moi personnelles, puis c'est quoi les valeurs d'entreprise, ce que j'ai envie d'inculquer, que ce soit à mes clients, que ce soit à moi-même. À 100%, parce que tout part de là. Peut-être que éventuellement les choses vont bien aller, mais souvent dans une entreprise, les choses des fois sont un petit peu plus rough. Exactement. Puis quand les choses sont un petit peu plus difficiles, il faut retourner à la base, aux valeurs, pour savoir comment que les gens vont réagir. Parce que quand tout va bien, c'est facile, hein? Mais quand les choses vont pas bien, comment que la personne, ton partenaire va réagir? Comment que ton commanditaire va réagir? Puis s'il n'y a pas les bonnes valeurs... Tout à fait, c'est exactement. On essaie de le rappeler aussi quand on fait des réunions avec notre staff, justement. Que justement, quand on a déterminé les valeurs, justement, une valeur comme l'humilité fait partie de nos valeurs. Parce que justement, mon frère et moi, on sait d'où on est parti. On est parti de zéro. On n'a jamais investi dans la compagnie. On est parti de rien. Et voilà. Parce qu'il n'y a pas d'investisseur externe. Tu me l'as dit, on peut le dire tout haut. Vous avez fait ça tout vous-même, là. C'est tout bootstrappé. Ouais, c'est ça, exactement. À la sueur de notre front, comme on dit. Mais, et puis voilà, on s'est pas payé pendant des années. On n'a jamais eu de salaire, mon frère et moi. Voilà, maintenant, si aujourd'hui ça marche, on sait aussi où est-ce qu'on est passé. Puis ce qu'on veut, c'est pas non plus brûler des étapes et de le faire vraiment progressivement. On pourrait ouvrir 50 dates aux États-Unis, on pourrait ouvrir 50 dates au Canada, mais on le fait pas parce qu'on veut créer une équipe, on veut faire en sorte que ça progresse pour tout le monde, on veut que ça progresse aussi pour notre compagnie, mais de manière vraiment progressive. On veut qu'il y ait cette croissance ou cette hyper-croissance, mais une hyper-croissance progressive. Exactement. C'est plutôt une bonne chose, mais on veut continuer dans ce sens-là. Vous allez quand même vite, hein? On va vite, mais on fait quand même attention, même au niveau de nos dépenses, on fait pas n'importe quoi. C'est pas vrai. On reste quand même raisonnable. Merveilleux. Puis regarde, tu as commencé un peu à donner un début de réponse, mais quand même, demain matin, quelqu'un qui est on va dire un Kevin, mais il y a 5-6 ans de ça, qui se lance dans le milieu événementiel un peu, qu'est-ce que tu lui recommandes avant qu'il se lance? Moi, je lui recommanderais déjà de bien s'entourer. OK. Bien s'entourer, nous, c'est quelque chose qui nous a vraiment aidé. On a eu des mentors. Juste pour être certain, puis excuse-moi de t'interrompre, parce que souvent, c'est la réponse que les gens vont donner. Bien s'entourer, OK. Concrètement, ça veut dire quoi, maintenant? C'est-à-dire de voir autour de nous des gens qui pourraient potentiellement être intéressés à t'aider dans le développement d'affaires ou aller voir même des organismes. Nous, on est passé par le SAGE, qui est devenu maintenant Entrepreneur Québec. Oui, SAGE Mentorat d'affaires. SAGE Mentorat d'affaires, on est sorti de là. Donc, on a eu un mentorat pendant 1 an. On a été aidé via le SAGE. Ils nous ont vraiment permis de décoller, même de réaliser notre plan d'affaires qui maintenant a totalement changé. Mais je me souviens qu'à l'époque du SAGE, c'était en 2012-2013, je pense. En 2013, on était au tout début de notre compagnie. Et puis, je me souviens j'ai présenté un événement qu'on aimerait faire plus tard au Parc Jean Drapeau. Et puis, c'est en le présentant que ça nous a un peu allumé. On s'est dit, waouh, ça serait cool un jour qu'on fasse ça. Puis quand j'y repense maintenant, je me dis, ouais, en fait, techniquement, c'est ce qu'on fait maintenant, en fait, 5 ans plus tard. Mais ouais, c'est vraiment pouvoir s'entourer. On a la chance d'avoir un avocat qui nous suit depuis le début, qui a toujours été là depuis le début. On a eu aussi une personne qui était un de nos mentors au niveau de la comptabilité et de la finance, qui l'est toujours.
puis quelqu'un qui est assez haut placé dans une entreprise, on va dire, pour pas la nommer. Et c'est ça qui nous a permis aussi de se solidifier un petit peu. Vraiment d'avoir cet entourage-là, c'est super important. Autour de nous, il y a sûrement des gens qui peuvent nous aider. On a la chance au Québec d'avoir vraiment beaucoup d'aide pour les entrepreneurs. Vraiment, tout est fait pour faire en sorte que les entrepreneurs soient à l'aise avec soit des concours, même le concours entrepreneuriat, Ose entreprendre. D'ailleurs, qu'on a fait aussi au tout début. Ça nous a vraiment aussi boosté. Je dirais que ça serait un petit peu la première étape, c'est vraiment être bien entouré. Après, la deuxième chose, c'est faut pas hésiter à se lancer. Il y a beaucoup de gens qui attendent avant de se lancer en disant, moi, il me faut d'abord un site web, il me faut d'abord une carte d'affaires, il me faut d'abord des clients. Non, lance-toi et puis après, tu verras. Ça va venir sur le tas. Il n'y a pas besoin d'avoir une carte d'affaires. C'est là que tu reconnais un vrai. On s'entend. C'est là que tu reconnais un vrai entrepreneur, lui qui se dit, garde, tu sais quoi, je vais aller chercher des clients, je vais vendre, puis par la suite, je vais trouver une manière. C'est ça, puis après, je trouverai une manière de construire au fur et à mesure. C'est un peu comme on dit celui qui saute en parachute, puis il construit son parachute. Un peu dans cette idée-là. Puis après, comme je le disais aussi tout à l'heure, moi, je trouve que le côté implication, super important. Je trouve que quand on est un jeune entrepreneur, et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on ne le met pas assez en avant, mais je pense que les entrepreneurs d'aujourd'hui sont ceux qui vont faire changer le monde plus tard. Et on a besoin d'avoir des jeunes entrepreneurs qui vont changer le monde. Puis moi, je me souviens, je suis allé dans des écoles faire une conférence justement sur l'entrepreneuriat et j'ai vu des jeunes, c'est ça qui m'a rassuré, qui avaient des projets d'entreprise justement très orientés sur soit l'écologie ou sur le recyclage, des choses comme ça. Je trouve ça, c'est super encourageant. Et je pense qu'on a besoin aussi de ce genre de 100%. Ce genre de projet. Moi, je pense que ça fait partie maintenant, en 2019, il faut que tu aies ça quand tu es un entrepreneur, d'avoir une conscience sociale, une conscience écologique. Tout à fait. Je veux dire, on peut pas uniquement être orienté et intéressé par le volet capitaliste de la chose parce que c'est pas, on va dire, sustainable là, à un certain point. Il faut que tu sois intéressé puis que tu aies envie d'aider d'autres causes également. Puis je pense que vous le faites excessivement bien. Puis félicitations encore là-dessus, je me répète, mais les dons que vous donnez à chaque année pour le cancer du sein, je trouve ça fabuleux et je vous invite à continuer à faire ça. Et j'invite également les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont des entreprises, à penser un peu comme toi. À penser un peu comme toi parce que, en plus de ça, puis on rentrera pas dans les détails, mais vous l'avez pas fait pour ça, mais c'est sûr qu'au final, ça a des retombées également bonnes pour votre entreprise. Tu sais. À un certain point, c'est comment ils disent ça? The more you give, the more you get. Donc, en aidant les autres, à un certain point, ça va tout le temps te revenir sans même que tu veuilles que ça te revienne. Tu sais. Vraiment, puis on s'aperçoit vraiment que les gens sont vraiment épris pour la cause. D'ailleurs, ça nous a vraiment surpris au début. Et puis, il y a un côté positif, un côté un peu négatif. C'est qu'au début, on était vraiment pris un peu là-dedans au début, la première année, où les gens associaient vraiment notre événement à la Fondation du cancer du sein. On a dû vraiment rechanger un petit peu notre communication. Et puis, c'est même la Fondation du cancer du sein qui était un peu surpris par tout ça. Et on a vraiment changé notre communication. On a expliqué aux gens qu'on n'était pas la Fondation du cancer du sein, parce que beaucoup de gens pensaient qu'on était la Fondation. Mais votre brand, à un certain point, peut être proche, là, tu sais, les couleurs. Ouais, c'est ça, les couleurs, exactement. C'est sûr qu'il y a une corrélation qui peut se faire facilement. Mais on a bien communiqué là-dessus. Et puis au final, les gens, je pense, arrivent maintenant à faire le parallèle. Maintenant, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est le pouvoir en fait de la marque et avec l'association avec la fondation. Moi, je me souviens, c'est arrivé même récemment, mais on a des gens qui montent sur scène pendant l'événement, et puis des gens qui sont touchés par le cancer et qui font des témoignages. En général, faut pas souvent être là parce que c'est souvent une séquence très émotive, tout le monde pleure, et c'est vraiment puissant. Je me souviens de l'année dernière, on était à Québec et j'étais sur la scène et il y a une femme qui monte et qui parle de son histoire et je vois le visage des gens et je me dis ok, waouh. En plus, c'est pas une course qu'on a, c'est vraiment un empowerment où les gens sont vraiment, c'est comme ça un life changing. Littéralement. Les gens, ça change leur vie. Littéralement, que ce soit avoir un cancer, être obèse, avoir une maladie. Tu as parlé en début, la dame, puis là, on vient de parler de la dame qui pesait 300 livres, puis l'année d'après, elle 80 livres. Là, on a une dame à Hamilton, elle a une surprise, on va sortir une vidéo par rapport à ça, et les gens qui étaient autour d'elle, on voulait faire une surprise. L'année dernière, elle avait fait la course Mud Girl, 4 semaines plus tard, elle est diagnostiquée avec un cancer du sein. Elle passe par la chimio, tout ça, tout le traitement exactement. Elle finit ça en mars. Elle arrive à s'en sortir. Et en mars, elle décide avec ses amis et sa famille de courir Mud Girl pour l'année 2019. Et elle s'inscrit, sa sœur, elle décide de faire une surprise. Elle nous prévient, nous, pour dire qu'elle pourrait nous raconter l'histoire. Nous, on s'est dit que ça serait très, très cool de faire quelque chose. On a fait appel à une compagnie pour venir filmer. On a fait faire des bannières. On a fait un staging pour faire en sorte que quand elle arrive, il y a des milliers de personnes qui l'accueillent. Et au final, la fille a fait un super discours au début en expliquant son histoire. Puis là, surprise, il y a sa famille, ses enfants, tous ses amis qui l'attendent sur la ligne d'arrivée. Super, super fort. C'est un super message. Et puis quand je vois, on a fait une vidéo aussi un peu générale de l'événement. Quand je vois aussi, on a des enfants, on a des enfants qui sont handicapés. On a une personne qui avait pas de bras, qui a fait la course. On a une équipe de gens qui étaient comme sourds et muets. C'est vraiment
orienté pour tout le monde. Puis ça rejoint vraiment notre mission. Puis le fait de dire que le sport est vraiment pour tout le monde. Mais pas forcément, faut être pas. Souvent on entend dire toi tu fais du sport, t'es en forme. C'est pas pour moi, toi t'es trop en forme, c'est pas pour moi. Alors qu'en fait non, c'est pas vrai. Le sport, à partir du moment où tu bouges, tu sors de ton canapé et que tu fais 5 pas, tu fais quand même du sport, ou que tu cours un petit peu, tu fais quand même du sport. Pas besoin d'être un athlète de haut niveau pour être un sportif. Ça c'est une mauvaise image qu'on a de l'activité sportive, une mauvaise image du sport, et que c'est vraiment adapté à tout le monde. Et puis justement, il faut entraîner les gens, il faut les pousser vraiment pour qu'ils puissent faire en sorte de bouger, tout simplement. Impressionnant, Kevin, que vous soyez aussi proche de vos valeurs, parce que s'il y a un truc que j'ai remarqué aujourd'hui dans la discussion qu'on a eue ensemble, c'est que beaucoup des points revenaient continuellement à ces valeurs-là de démocratiser le sport, de faire en sorte que ça soit accessible au maximum ici de femmes possible. Les histoires, puis j'imagine, tu as commencé, tu as parlé de la dame qui avait perdu beaucoup de poids, la dame également qui a eu une maladie. J'imagine qu'on pourrait partir sur des heures et des heures d'anecdotes comme ça. C'est assez impressionnant ce que vous faites pour les femmes, autant au Canada, maintenant également aux États-Unis. J'imagine que ça doit vous faire quelque chose, là, vous autres, de se rendre compte de l'impact que vous avez dans leur vie, là. Ouais, vraiment, c'est ça. Comme je disais, en fait, pour finir ce que je disais sur Québec, en fait, quand je voyais la dame qui racontait son histoire, moi, j'étais sur la scène et c'est ça que je me suis vraiment rendu compte que, waouh, vraiment, c'est pas qu'on tient quelque chose, mais c'est vraiment devenu comme une sorte de phénomène. Ouais. Et c'est beau, en fait, parce qu'au final, tu crées quelque chose et je trouve que ça va au-delà de la course, en fait. 100%. C'est au-delà de la course. C'est vraiment quelque chose, une sorte de team building, bonding, de gens qui veulent. Je sais pas, je trouve que c'est fort. Il y a une connotation très très forte, une connotation un peu émotionnelle aussi, une connotation très très forte. Et je trouve que ça, c'est la chose dont on peut être le plus fier, mon frère et moi. C'est vraiment d'avoir réussi à outrepasser l'événement sportif pour en faire vraiment une sorte, une love mark un peu, que les gens sont vraiment associés à ça parce que brand, ça leur parle en fait. Ça leur dit quelque chose au-delà de la souffrance dans la boue et de courir et de s'amuser dans les obstacles. Ça va plus loin que ça. OK, intéressant. Plus loin que ça. Kevin Pilu, merci beaucoup d'avoir été sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Puis avant de terminer, comment qu'on peut te rejoindre? Comment qu'on peut savoir c'est quoi les prochaines courses de Mud Girl? Parle-nous un petit peu là-dessus. Merci Antoine, mais j'étais très heureux de faire ce podcast en ta compagnie. Oui. Vraiment toujours un plaisir d'être avec l'équipe. Et en fait, pour nous rejoindre, je ne vais pas donner mon numéro de téléphone parce qu'on donne. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on a enlevé. On fait plus ça maintenant. On nous rejoint juste par notre courriel. Et tant mieux d'ailleurs, sinon ça serait très très compliqué. Des fois, les gens ils comprennent pas. Ils veulent qu'on les appelle, ils veulent qu'on donne notre numéro de téléphone. Des fois, ils arrivent à les trouver, mais là, de plus en plus, on arrive à les cacher, donc tant mieux. Ouais. Sinon, les gens, ils appelleraient tous les jours pour dire j'ai un problème avec mon billet, là, j'ai envie de faire ça, je veux inscrire mon ami. Avec 50 000 personnes par année, à un moment donné. Ouais. Mais sinon, non, directement, en fait, on a une adresse courriel qui s'appelle info@sport-era.com ou alors directement sur le site mudgirlrun.com, mudgirlrun.us. Mais techniquement, mudgirlrun.com regroupe tous les sites. Et là, ils peuvent regarder ce qu'on fait exactement. Et puis, s'ils veulent s'inscrire à une course ou inscrire leur femme ou leurs amis, il n'y a pas de problème. On sera là pour les accueillir. Bon, merveilleux. Merci encore, Kevin. Puis, bonne chance pour la suite parce que j'ai l'impression qu'il y a un avenir assez prometteur pour Mud Girl avec toute cette belle ambition-là. Puis, je vous souhaite le meilleur des succès pour la suite des choses. On va essayer. Merci beaucoup encore. J'espère que le 15e épisode du podcast Hypercroissance aura pu vous plaire autant que les autres. Personnellement, je suis totalement impressionné par la mission ainsi que la vision qui habite les frères Pilu. Démocratiser l'accès au sport tout en ayant donné des centaines de milliers de dollars pour la Fondation du cancer du sein est pour moi remarquable. Et ce, ne l'oublions pas, tout en ayant une entreprise qui grandit de 300% par année dans 2 pays. Maintenant, mon plus grand takeaway de ma discussion d'aujourd'hui est relié à la culture d'entreprise chez Sportera. En 2019, dans un moment de plein emploi, spécifiquement à Montréal, rien n'est plus difficile que de trouver des ressources de qualité. En plus d'être capable de le faire, Kevin et son frère arrivent à faire en sorte que ces mêmes ressources soient prêtes à se déplacer pendant plusieurs semaines durant l'été afin de s'assurer du bon déroulement des divers événements Mud Girl. Être capable d'arriver à un tel niveau de dévouement des employés est quant à moi uniquement possible si la culture organisationnelle de l'entreprise est assez forte. Intégrer mensuellement des activités sportives avec l'équipe, offrir gratuitement 2 fois par semaine des entraînements à ceux qui le désirent ou encore offrir le déjeuner à chaque matin à tous les employés sont clairement des facteurs qui vont aider une organisation à être tissée serrée. Chapeau Sportera, vous méritez votre succès. Je termine en vous invitant à nous donner une note ou encore un commentaire sur iTunes ou autre plateforme si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. Aussi, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast afin de recevoir des notifications pour les nouveaux épisodes. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.